Et bonjour et bienvenue au SAV de la QVT, la première émission de parle de QVT et rien que de QVT. Depuis fin avril, on se retrouve 2 fois par mois pour faire le service après-vente de ce qu'on nous a toujours vendu. Des croyances erronées sur le travail et de la QVT bullshit. Alors ensemble, on essaye de mieux comprendre ce qui contribue au bien-être des travailleurs et des travailleuses. Et on essaye de faire souffler un vent plus positif et plus optimiste. On cherche à redonner de la valeur à la QVT et à honorer le vécu des travailleurs. On est un peu des colibris de la vraie QVT. C'est notre façon à nous d'honorer l'intérêt général. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de représenter Wunjo. Nous sommes un cabinet conseil et un organisme de formation spécialiste de la QVT. Notre entreprise va bientôt avoir 20 ans. Elle est une entreprise d'utilité sociale dans la belle et grande famille de l'économie sociale et solidaire. Nous existons pour réhumaniser la vie au travail et faciliter les coopérations professionnelles. Nous sommes une boîte à la personnalité un peu atypique. Nous fédérons un collectif qui est profondément humaniste, joyeux, généreux, et c'est un vrai plaisir pour moi que de vous faire rentrer un petit peu dans notre univers aujourd'hui. Et d'accueillir notre invitée, Linda Longeau. Elle est consultante et coach certifiée. Elle accompagne le changement et le développement professionnel des équipes et des individus au cœur des organisations. Linda, Bonjour. voilà, bonjour Linda. Tu es invitée aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est absolument stratégique, celui de la coopération professionnelle. La coopération, on en entend beaucoup parler comme étant le facteur clé de la réussite, c'est-à-dire de la performance opérationnelle des équipes. Et on sait qu'elle influence également fortement le sentiment de bien-être de nos collaborateurs. Alors, comment on va pouvoir coopérer de manière fructueuse? Quelles sont les bonnes pratiques qui vont nous permettre de vivre le travail unis, engagés, optimistes et de manière durable? Linda va nous livrer son regard sur ce sujet aujourd'hui, avec au programme 35 minutes d'échange avec elle. N'hésitez pas à déposer vos questions et vos remarques dans le chat qui se trouve sur la droite de votre écran. Et notre standardiste Marco sera votre porte-parole et viendra déposer vos commentaires et vos questions directement à la caméra. Et puis, l'émission, elle est en live, mais elle est également enregistrée. Vous recevrez le lien du replay cet après-midi sous la forme d'un mail automatique de Webikeo. Allez, c'est parti! Service après-vente de la QVT, bonjour. Oui. D'accord. Ouais. Mais écoutez, moi, je ne sais pas, hein, personnellement, mais je vais poser la question. Oui, alors, pourquoi parler de coopération dans le SAV de la QVT? C'est quoi le lien dans tout ça? Intéressant comme question. Le lien, il se fait essentiellement, en effet, dans le double sens de ce qui peut exister finalement entre le bien-être de chaque individu, notamment bien dans la qualité de ses relations dans l'entreprise, qualité des relations sociales, et puis la performance de l'organisation. Donc finalement, on pourrait aussi, j'ai envie de mettre derrière cette question, c'est quoi finalement la coopération? Et avant de dire ce que c'est, on peut peut-être dire aussi ce que ce n'est pas, pour justement mettre en perspective justement mieux ce que c'est. La coopération, ce que ce n'est pas, ce n'est pas en effet un assemblage de X travaux, X personnes, les uns à côté des autres. Et là, je fais référence à ce qu'on entend souvent dans les entreprises. Nous, on fonctionne en silo, il faudrait casser les silos. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on entend, une espèce de ritournelle autour des silos. Eh bien, la coopération, en fait, justement, ça se distingue des autres formes de travailler ensemble dans l'entreprise par justement le croisement entre la qualité des relations humaines et la performance. Et ça va s'appuyer à la fois sur ce qu'on peut mettre autour de la cohésion, c'est-à-dire tout ce qui va être l'appréciation des différentes parties prenantes, le fait que je me sens bien avec les personnes avec qui je suis, et puis la cohérence. Et là, la cohérence, c'est la façon de fonctionner, c'est les processus qu'on a mis en place, c'est tout ce qui va justement permettre de mettre en œuvre de manière collaborative des actions dans l'objectif d'atteindre un but commun.
Voilà, donc ce qui est mis finalement en œuvre dans la coopération, et je voudrais juste rajouter un petit point là-dessus, c'est que finalement, on a tendance à avoir entre les individus différentes formes de relations, comme la domination, le compromis. En fait, la coopération, ce qu'elle va amener en plus, petite touche supplémentaire, c'est l'intégration, c'est-à-dire le fait que moi, en tant que membre de l'équipe, je fais partie sincèrement de cette équipe et je suis à la recherche d'une solution qui va me satisfaire, mais qui va aussi satisfaire les autres. Et en ça, je me sens intégrée dans l'équipe. Le parallèle qu'on fait avec la QVT et la coopération, en fait, c'est fou parce que quand on rentre dans le sujet, on a l'impression que c'est presque des synonymes. Dans le sens où l'objectif d'une bonne qualité de vie au travail, c'est de bien vivre son travail et de bien faire son travail. Et que l'objectif d'une bonne coopération, c'est d'être bien ensemble et donc du coup de réussir concrètement à bien travailler ensemble. Donc on est vraiment sur cette double performance en fait, performance sociale et performance économique. Avec tous les compromis qui sont si difficiles à trouver de nos directions, de nos managers qui disent il faut faire de la perf. Et en fait, quand ils disent perf, ils pensent performance opérationnelle. Et la question, c'est comment je trouve l'équilibre entre manager par les résultats finalement et manager aussi en prenant soin de l'expérience que les gens vivent dans l'équipe comme étant contributrice de la performance. Enfin, c'est toujours cette histoire de cercle en fait. Tout à fait, tout à fait. En effet, il y a un cercle vertueux et j'ai envie de dire que ce qui est important aussi à voir entre la QVT et la coopération, c'est cette histoire de prendre soin finalement aussi. C'est-à-dire que dans la QVT, je prends soin de ma qualité de vie au travail, mais je prends soin aussi de la qualité de vie au travail de mon collaborateur, de mon collègue, etc. Et dans la coopération, il y a aussi cette histoire de prendre soin, parce que je vais prendre soin de notre bonne coopération pour justement avoir à la fois de bons résultats, mais aussi me sentir complètement contributeur à ces résultats, en fait. Oui, parce qu'on pourrait penser que la coopération est un sujet de manager, finalement. Se dire, celui qui est responsable de la façon dont l'écosystème, dont le collectif fonctionne, c'est le manager qui impulse un sens, qui fixe des procédures. Mais finalement, il y a aussi l'idée que chacun des travailleurs a aussi une responsabilité d'œuvrer dans un sens collectif. Tout à fait. En fait, la coopération, j'ai envie de faire juste une comparaison, c'est un peu comme la confiance. Ça ne se décrète pas dans une organisation. C'est pas possible. Par contre, en effet, ça va nécessiter de la part de l'organisation différents leviers à différents niveaux sur lesquels, en effet, l'organisation va devoir s'appuyer à la fois pour la réguler, alors déjà pour la mettre en place, la développer, mais aussi pour la réguler et l'ancrer. Et évidemment, ça va se jouer à plein de niveaux différents. Le premier niveau, ça va être en effet au niveau du CODIR, c'est-à-dire comment est-ce que c'est vécu au sein du CODIR, comment est-ce que c'est aujourd'hui incarné par le CODIR, de quelle façon est-ce que le CODIR coopère. De quelle façon également le CODIR va aller s'appuyer et coopérer avec l'ensemble des équipes pour aller peut-être construire une stratégie qui parle à tout le monde, la transmettre à tout le monde avec un langage qui va parler à tout le monde. Voilà, ça c'est aussi déjà un premier niveau de coopération. Ensuite, il y a un deuxième niveau de coopération qui va être au niveau de la ligne managériale. Et sur la ligne managériale, il y a des belles actions aussi à mener pour développer cette coopération dans la culture, j'ai envie de dire. La première, c'est déjà d'instaurer au maximum le fait que les managers ont des espaces pour eux pour pouvoir aussi expérimenter la coopération. La coopération, en fait, c'est travailler en collectif et c'est pas forcément toujours évident et c'est pas toujours quelque chose de facile et de répandu dans les entreprises. En tant que manager et manager de proximité, on est quand même souvent seul face à son équipe. Avoir des espaces, par exemple, des espaces de co-développement, c'est expérimenter d'une certaine manière le fait d'être autour d'une table, d'avoir des gens qui viennent de différentes disciplines, de différents services, mais qui peuvent avoir des problématiques qui se croisent. Et le fait de coopérer autour de ces problématiques, ça permet évidemment d'une part, le premier effet, c'est justement d'avancer dans la problématique, mais le deuxième effet,
commencer à vulgariser, à ancrer cette habitude de ne pas régler les trucs tout seul, mais plutôt d'aller chercher des ressources pour pouvoir le faire en coopération. Donc ça, c'est déjà aussi un bel exemple. Et puis ensuite, au niveau des équipes elles-mêmes, la coopération, ça va se traduire, par exemple, dans les projets de transformation. Et comme c'est mon cœur de métier, la conduite du changement. Évidemment, quand on a besoin d'aller poser les objectifs du projet, quand on a besoin d'aller voir en effet quels sont les impacts ici et là, eh bien, si on a autour de la table des gens qui viennent de différents environnements et donc des équipes différentes, on va justement pouvoir coopérer. Donc, via des workshops, via des ateliers de travail, on va pouvoir justement avancer sur ces sujets-là. Dans les équipes également, ce qui peut être un bon terreau pour la coopération, c'est les réunions d'équipe. Les fameuses réunions d'équipe, comment est-ce qu'elles sont menées? Et là, je fais un parallèle avec le manager. C'est-à-dire que le manager, de plus en plus, il devient une espèce de manager avec 15 000 casquettes, dont une qui est la casquette du facilitateur. C'est-à-dire comment je vais faciliter les échanges, comment je vais ancrer cette culture du dialogue finalement et cette culture du collaboratif et du collectif. Donc voilà, ça se joue vraiment à différents niveaux. Et j'ai envie de dire qu'il y a un niveau qui met tout le monde d'accord, c'est l'individu, parce que finalement, une bonne coopération, elle se base d'abord sur la relation, et que dans toute relation, à deux, on est à 50% responsable de cette relation. Donc, c'est aussi ramener ça au niveau individuel dans toute l'entreprise et à tous les niveaux. C'est quoi les principales difficultés que tu vois, toi, aujourd'hui, Linda, quand tu interviens dans une entreprise, qu'elle te dit OK, on a du mal à coopérer? Est-ce qu'il y a des facteurs bloquants que tu rencontres de manière un peu récurrente? Je pense que ce qui est d'abord bloquant, c'est la culture. C'est la culture de l'organisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude d'échanger, on n'a pas l'habitude de croiser. Si j'ai un problème aux achats, je règle mon problème aux achats. Je ne vais pas aller voir l'IT, la supply ou la prod pour aller parler de mon problème des achats, sauf si vraiment c'est un sujet qui est en direct. Donc, on n'a pas trop l'habitude finalement d'aller collaborer. On peut le voir aussi quand on va animer des workshops ou des séminaires, le fait de proposer aux gens de se croiser, de se mélanger et de travailler de manière collective. Parfois, on se rend compte qu'on a, excusez-moi l'expression, mais on tire les gens, on les tire parce que c'est pas du tout quelque chose de naturel chez vous. Donc, le premier terreau de la coopération, c'est vraiment la culture du dialogue. Et cette culture du dialogue, elle est fortement dépendante de plein de choses. La première chose, c'est le fait de pouvoir être complètement transparent dans l'entreprise. Et donc, ça suppose quand même aussi une très belle confiance. Donc, confiance, transparence. Et là, on commence en effet à avoir une culture de dialogue. Cette culture de dialogue, elle va justement permettre derrière de pouvoir développer ce mode collaboratif, ce mode d'intelligence collective et donc de développer la coopération. Ça va être le premier frein. Et le second, qui est en complète corrélation, c'est comment est-ce que c'est incarné. N'oublions pas que dans les entreprises, que ce soit la partie que ce soit la partie management, que ce soit les équipes, que ce soit le CODIR, il y a des choses qui sont modélisantes pour les entreprises et pour tout travailleur, il y a des choses qui sont modélisantes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce qui se passe dans ma direction? Qu'est-ce qui se passe autour de mon management? Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe à côté? Donc, tout ça est modélisant. Donc, n'oublions pas que la coopération, elle va passer par l'exemplarité, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aussi dans l'équipe à côté? Et j'ai envie de dire que... Service après-vente de la QVT, bonjour. Bonjour Muriel. Oui. Est-ce que vous faites un lien avec les travaux de Marie Parker Follett? La femme à qui? Bon, je demande. Hein. Est-ce que vous faites un lien avec les travaux de Marie Parker Follett? J'espère que vous la connaissez. Hein. Là, Muriel. Il faut que Muriel, elle nous nourrisse dans le chat. Je la rappelle. Oui, Muriel, ça fait de la QVT, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous préciser dans le chat qui est Marie Parker Follett ou dans quel film elle a joué ou voilà, un peu Merci Muriel, à tout à l'heure. Et merci Muriel de contribuer en plus, super.
Non, alors c'est vrai que dans les travaux, moi je trouve qu'il y a les travaux de Peter Senge aussi, hein, qui sont vraiment intéressants dans les années 90 avec la 5e discipline. En fait, Peter Senge, c'est un des premiers à ouvrir le fait au travail, hein, comment finalement se décentrer du faire tout seul pour s'intéresser au comment faire ensemble. Et pour rappel, hein, dans les 5 disciplines qui sont présentées par Peter Senge, je vous rappelle, hein, que Peter Senge, en fait, ses travaux, c'est vraiment sur en quoi est-ce qu'une organisation peut-elle être apprenante pour tous. Et dans ces différents travaux, dans ces 5 disciplines qu'il identifie, il y en a 2 qui sont très, très nourrissantes justement pour la coopération. Il y a la vision partagée, hein, le fait que savoir relier des individus ensemble pour partager justement une vision et un avenir. Et puis, il y a l'apprenance en équipe. Donc, ça aussi, c'est intéressant d'aller voir de quelle manière est-ce qu'on peut favoriser la réflexion collective par le dialogue. Donc, ces deux disciplines, hein, qui vont évidemment, qui viennent en support de la pensée systémique au global, c'est justement comment est-ce qu'on peut voir les problèmes ensemble, comment est-ce qu'on peut contribuer tous ensemble. Donc, je ne connais pas, mais j'ai hâte d'en savoir plus sur cette personne. Mais en tout cas, voilà, les travaux de Peter Senge peuvent être aussi intéressants à regarder. Alors c'est bon, on a des informations sur Mary Parker Follett. Donc ce serait une sociologue américaine qui a travaillé sur les conflits constructifs et notamment sur l'intégration. Donc c'est quelqu'un qui a apparemment été zappé pendant tout le 20e siècle, car trop précurseur et transverse, remise au goût du jour par Peter Drucker. Ok. Donc, je ne connaissais pas. Et oui, en effet, cette notion d'intégration, oui, je pense que c'est quelque chose qui est assez récent, en tout cas dans les échanges. Donc, forcément, si cette notion est arrivée de façon très, très anticipée, elle n'a pas forcément été accueillie. Donc oui, l'intégration, hein, je le rappelle, en effet, c'est le fait que chaque partie se sent sincèrement, en tout cas, cherche sincèrement la solution qui va satisfaire chacun. Donc, c'est vraiment cette histoire de se sentir vraiment contributeur. Et donc, je suis intégrée complètement à la relation. Et pour que je me sente contributeur, il faut que mon système, donc la culture, mais également les hommes et les femmes qui composent ce collectif, me donnent l'autorisation de contribuer. C'est-à-dire, tu en parlais tout à l'heure, hein, dans la culture d'entreprise, le fait de libérer la parole, de faire confiance, d'autoriser la transparence, pour ne pas dire l'authenticité, en fait. Et ce qu'on voit beaucoup sur le terrain, c'est des personnes qui ont plein d'idées, une richesse, plein de propositions potentielles, mais qui ne vont pas s'autoriser à les mettre dans le champ du collectif. Alors, parfois par simple auto-sabotage, hein, un manque d'autorisation de soi à soi, mais aussi parce qu'en face, on a eu l'habitude de être contrecarré quand on faisait des propositions, ou parfois être dévalorisé. Et ce qui vient directement chercher l'image qu'on a de nous-mêmes, notre estime en tant que professionnel. Et les gens, on les voit se recroqueviller. Donc, si en fait, on a plein de petites pépites qui fanent quelque part et qui ne s'autorisent pas à amener au collectif leur part de singularité, on ne profite pas de la richesse en fait, qu'il y a dans l'équipe. Complètement. Et aujourd'hui, on le voit, hein, dans les métiers de l'accompagnement, on est sollicité pourquoi souvent? Parce qu'il y a une panne, en fait. Il y a une panne relationnelle. Il y a une vraie panne relationnelle en ce moment. D'où la difficulté aussi de remettre de la cohésion et donc forcément venir nourrir ces coopérations. Donc, il y a vraiment cette panne relationnelle. Je voudrais juste faire un petit pont avec une citation de Monsieur Zobrist, Jean-François Zobrist, hein, qui disait « Il n'y a pas de performance sans bonheur ». Et le bonheur, en fait, c'est quoi? Il y a une étude, hein, qui a duré à peu près 75 ans sur un peu plus de 700 personnes, 700 hommes. C'est en train d'être prolongé en intégrant des femmes, hein, sachez-le quand même. Et donc, cette étude, elle dit quoi? Elle dit qu'en fait, pour être heureux, c'est pas la célébrité, c'est pas la richesse, c'est la relation à l'autre qui est importante. Donc, ces échanges, en fait, ils ont été fortement abîmés, hein, ces dernières années. Voilà, on ne va pas revenir sur l'épisode Covid, hein, qui a fortement entaché les choses. L'écran est venu s'interposer aussi entre nous. Ça a cassé aussi beaucoup de choses. Et aujourd'hui, dans les organisations, moi, j'entends beaucoup, en effet,
plus que des conflits. Parce qu'en fait, au moins, dans le conflit, on se dit les choses. Ce que je vois aussi, c'est on se tait ou voilà, on cache les choses ou en tout cas, on n'ose pas les dire. Hein. Donc oui, la coopération, elle nécessite vraiment aussi le fait de se sentir en sécurité, évidemment. Hein. Psychologique. La fameuse sécurité psychologique, c'est-à-dire je suis suffisamment en sécurité psychologique pour oser dire je ne sais pas faire, je me suis trompée, j'ai besoin d'aide. Et ouais, c'est ça. Voilà. Donc, et tout à l'heure, tu parlais de l'entreprise apprenante et du fait que pour faire ensemble, il s'agit aussi d'apprendre ensemble. La coopération, on pourrait imaginer que c'est un sujet un peu bisounours, tout va bien, on se met ensemble, on travaille ensemble, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le contexte est tellement difficile à l'extérieur et à l'intérieur des structures qu'en fait, on a des conflits, des mésententes dans beaucoup d'équipes. Et il s'agit d'avoir une forme de courage pour aussi dire, voilà, notre coopération, elle est à la limite pas trop mauvaise, mais si on a envie de pouvoir vraiment déployer nos ailes, ayons le courage d'aller regarder ce qui crée de la distance relationnelle entre nous, ce qui nous empêche de faire le travail de manière hyper efficace. Mais pour ça, il faut créer ces sacrés espaces de dialogue. Et notamment, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus d'entreprises utilisent les difficultés, les échecs comme des expériences apprenantes pour créer des espaces de retour d'expérience. Est-ce que ça, tu vas en parler un peu, Linda, de voilà, comment en fait, on apprend des choses qui sont difficiles ensemble? Oui, c'est vrai que de plus en plus, lorsque justement des entreprises viennent nous solliciter pour aller essayer de remettre un petit peu de relationnel, en fait, ce qui va être intéressant, c'est notamment par le coaching collectif, hein, c'est d'amener les équipes à voir comment elles fonctionnent, à s'appuyer finalement sur ces défauts de communication. Et enfin, moi, je sais que ne serait-ce que si on prend un des 4 accords Toltec, hein, je ne fais pas de supposition. Ça, c'est quelque chose, c'est extraordinaire à mettre en place avec l'équipe parce que assez rapidement, d'ailleurs, c'est un des premiers points dont elle prend conscience, hein, l'équipe, c'est que finalement, il y a plein de choses, des conclusions hâtives que chacun tire dans son coin sans avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir le dire, pouvoir le confirmer. Donc, il y a voilà, cette histoire de pouvoir aussi apprendre, de se dire, bon, ok, voilà ce qui a créé finalement le conflit, c'est que on est parti sur des suppositions, voire il y a eu trop de non-dits, on ne s'est pas dit les choses. Ok, à partir de là, une fois qu'on a appris ça, eh bien c'est une manne, hein, en fait, c'est vraiment de l'or, j'ai envie de dire, parce que ça, on peut le transformer. Ok, ouais. Comment est-ce qu'on fait la prochaine fois pour ne pas faire de suppositions? Comment on fait la prochaine fois pour transformer le non-dit en quelque chose qui soit beaucoup plus franc. Et sincèrement, hein, ça m'arrive en effet d'accompagner des équipes qui sont en grande difficulté. À la fin, on n'est pas sur de l'amour fou, hein, faut être complètement réaliste et pragmatique là-dessus. Par contre, on a appris beaucoup. On a appris à se dire les choses. On a appris à être en transparence. Et du coup, on apprend tant en collectif qu'au niveau individuel. C'est-à-dire qu'est-ce que moi, à mon niveau, dans l'équipe, en tant que membre de l'équipe, qu'est-ce que je peux faire évoluer justement pour que cette équipe, elle avance? Et si ce n'est pas dans cette équipe, ce sera utile dans toutes les autres équipes dans lesquelles je vais grandir demain. Donc oui, apprendre de tous ces petits engrenages là qui grincent un peu, c'est extrêmement utile. Ouais, tout à fait. Ah. Service après-vente à QVT, bonjour. Bonjour Isabelle. Ça va, ouais. Ah, est-ce que ça ne demande pas de travailler sur son ego pour accepter que l'équipe apporte ses solutions? Eh ben, on va avoir une réponse très vite. Alors, il faut travailler sur son ego pour accepter les solutions de l'équipe? Alors, oui, plus de go et moins d'ego. Merci Isabelle pour ta question. Oui, évidemment, ça nécessite de travailler sur son ego. C'est la première chose, hein, évidemment. J'ai envie de dire que l'équipe, hein, c'est un peu comme une molécule qui est constituée de différents atomes et l'énergie se trouve au cœur des interactions. Donc, évidemment, ça veut dire que pour que cette énergie-là se mette en route, il faut que chacun commence à déposer son ego. Néanmoins, et ça j'insiste, la coopération, c'est justement le fait d'avoir tout
tous ces individus, avec toutes leurs différences, avec tous leurs apports, toutes leurs richesses, tout leur esprit critique. Être en coopération, ce n'est pas m'effacer derrière l'équipe. Non, c'est apporter, moi aussi, mon esprit critique, ma contribution. C'est extrêmement important aussi de ne pas zapper ça. Ensuite, en effet, l'ego, là où il peut être gênant, c'est lorsqu'il va prendre la domination de la relation, ou lorsqu'il va justement typiquement, ce qu'on disait juste à l'instant, hein, c'est-à-dire partir dans des suppositions ou se faire ses propres stratégies. Et là, en effet, l'ego peut être gênant. Mais voilà, on reste sur des individus qui contribuent chacun à leur niveau et chacun dans ce qu'ils sont individuellement à la coopération. Ça, c'est vraiment très important. Ne pas oublier les deux. Et quand tu parles de cette diversité, de cette contribution individuelle, c'est tant au niveau des savoir-faire que des savoir-être. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, en termes de recrutement, on arrive à la limite quand on va chercher uniquement à embaucher des personnes qui savent faire le travail qu'on attend. Et aujourd'hui, on se rend compte, il y a même, je sais, quelques entreprises, alors plutôt aux États-Unis, mais qui se mettent à recruter uniquement sur un sujet de savoir-être et de capacité à coopérer. Donc, savoir-être, évidemment, aligné avec la culture de l'entreprise, parce qu'il s'agit d'être très aligné avec ce qui est OK ou ce qui n'est pas OK dans cette boîte. Mais finalement, on va aller chercher plutôt des personnes qui vont pouvoir acquérir les talents nécessaires et suffisants, la technicité pour faire du bon travail, mais pour lesquels, finalement, j'ai l'image du socle. La base, elle est bonne. Enfin, elle est bonne. J'émets un jugement de valeur, mais en tout cas, elle est constructive pour l'objectif que l'équipe veut atteindre. Tout à fait. De plus en plus, hein, évidemment, les soft skills sont vraiment mis en avant aujourd'hui dans les recrutements et on se rend compte qu'en effet, avoir des savoir-faire, ça n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir cette partie de savoir-être hein, qui est absolument essentielle, ne serait-ce que pour créer une dynamique, créer des envies, créer du collectif. Évidemment, ça, c'est extrêmement important. Et puis aussi, dans le savoir-être, il y a aussi tout ce qui va être en lien aussi avec l'intelligence émotionnelle, hein, c'est-à-dire être à même à la fois de s'affirmer, parce que, comme je le dis hein, et je le répète, la coopération n'empêche pas évidemment le fait d'être un individu avec ses opinions et d'avoir sa liberté d'expression aussi dans tout ça, mais de pouvoir en effet venir combiner les deux au maximum. Service après-vente de la QVT, bonjour. Bonjour Audrey. Oui. Mais bien sûr, oui, que la coopération et la communication nécessitent de prendre du temps et de prendre soin de la relation, bien sûr, oui. Comment on crée des espaces quand ce n'est pas un mode de fonctionnement intégré à l'entreprise? Ah, on va demander ça. Alors, comment on fait pour créer les espaces? Il faut déjà que ce soit une demande et une volonté des commanditaires, j'ai envie de dire. Mais il y a plusieurs façons de faire. En effet, soit on a des dirigeants qui ont cette appétence et qui ont envie de le faire et qui se sentent de le faire et qui vont commencer à diffuser aussi dans leur pratique des modes de collaboration et de communication qui vont être différents, voire d'ouvrir des échanges. On voit dans certaines entreprises des cellules qui sont ouvertes, des cellules RH qui sont ouvertes et qui permettent à l'ensemble des managers de l'entreprise de venir déposer des informations, de récupérer de l'information, de l'échange. Donc là, on est sur quelque chose de plus collaboratif. Bien souvent, les entreprises quand même viennent s'appuyer sur des ressources externes, soit pour venir simplement faciliter, donc intégrer des moments d'échange qui sont facilités par l'externe pour justement favoriser et faciliter la circularité de la parole. Ensuite, il y a aussi parfois pour certaines entreprises la volonté vraiment de grandir sur cette compétence-là. Et là, elles vont intégrer différents facteurs, un peu de formation justement pour apprendre à faciliter, parce que finalement, quels outils on peut prendre, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui, quelle posture je dois avoir en tant que facilitateur si je veux faciliter justement les échanges. Et puis aussi, souvent, ces formations, elles sont corrélées à des espaces qui sont animés. Je parlais du co-développement. Le co-développement est vraiment un outil extraordinaire pour ça, parce que justement, ça permet
à la fois d'expérimenter la circularité de la parole, mais aussi d'expérimenter vraiment la richesse des propositions qui peuvent être sorties justement dans le cadre d'une coopération. Donc, moi, j'aurais tendance à être encore plus dure et cash que toi, Linda, et je dirais qu'une entreprise qui ne créerait pas ces espaces de dialogue, elle a pas vocation à être durable et pérenne. C'est juste plus pensable, en fait, aujourd'hui. On est en 2023, notre société, elle bouge hyper vite. Aujourd'hui, les travailleurs et les travailleuses, ils veulent plus être simplement des outils de labeur, ils ont envie d'être des individus reconnus dans leur singularité, ils ont envie d'être valorisés pour leur façon de contribuer à l'objectif commun, et ils sont aussi honnêtes sur le fait qu'il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Et ils n'ont plus envie de s'abîmer au travail. J'en renvoie à nos SAV précédents. Donc, si la structure, l'organisation n'a pas culturellement l'habitude de créer ces espaces de dialogue, qu'on peut appeler une réunion de service, qu'on peut appeler un espace de discussion en QVT par exemple, peu importe, l'entreprise, il va falloir qu'elle fasse bouger très très rapidement sa culture, sinon c'est plein de petites cocottes minutes prêtes à exploser qui sont partout, et donc forcément des arrêts de travail, du turnover, voilà, des démissions, et la recherche pour celles et ceux qui seront partis d'entreprises où on aura donc une culture davantage humaniste. En fait, ça m'amène à faire le lien entre cette tendance sociétale, ce souhait de travailler ensemble et de bien vivre le travail ensemble, implique de faire évoluer nos modes de gouvernance pour passer sur ce qu'on appelle de la gouvernance partagée, qui est chez nous autres entreprises de l'économie sociale et solidaire, dans nos gènes. Nous, on n'imagine pas qu'on puisse faire des choses, décider des choses, organiser des choses sans consultation, sans processus démocratique. Aujourd'hui, en fait, le monde de l'économie classique est en train de vivre ce changement de paradigme culturel, et on vient chercher la question des égos, et notamment des égos de nos gouvernances, puisqu'on leur dit non, c'est terminé l'idée que tu aies le pouvoir de tout dans l'entreprise façon pyramidale, avec un mode descendant et avec de la remontée en reporting de données chiffrées. C'est plus ça le monde du travail aujourd'hui. Voilà, c'est plus possible. Le sachant, c'est le travailleur, celle qui est la plus à même de définir ses meilleures méthodes de coopération, c'est l'équipe en tant que telle. Et donne-leur le pouvoir, lâche prise, laisse-les se mettre en gestion, en autogestion des meilleures façons de fonctionner. Et là où c'est compliqué, c'est qu'il faut évidemment que ça soit hyper harmonieux avec la culture globale de l'entreprise. Donc ça demande des ajustements, et je crois que c'est l'un des rôles des managers justement, de faire cette articulation entre gouvernance et équipe opérationnelle. C'est ça. Pardon, je suis obligé parce qu'il reste encore un peu de temps. Service après-vente d'activité, bonjour. Bonjour Muriel. C'est la même Muriel que tout à l'heure? Oui, d'accord. Oui. Alors, des entreprises offrent des incentives individuels aux commerciaux tout en prenant la coopération. Comment cela peut-il fonctionner? Eh bien, on va essayer de répondre à tout ça. Et oui, donc, et alors là, Muriel, il y a un truc qui vous choque ou pas? Oui, en effet, comment prôner le fonctionnement en silo, enfin en tout cas, comment payer et récompenser le fonctionnement en silo tout en allant activer et prôner la coopération. Bon. Je pense qu'en effet, il peut y avoir les incentives individuels pour les commerciaux. Pourquoi pas? Après tout, c'est complètement entendable. Maintenant, qu'est-ce qui est fait justement à côté de ça pour permettre aussi à ces commerciaux parfois de travailler en équipe? Et puis au-delà des commerciaux, peut-être dans d'autres équipes, comment est-ce que c'est développé? Et notamment, tout à l'heure, on a parlé des managers. Qu'est-ce qui est prévu en termes d'objectifs pour les managers, par exemple, dans l'entretien individuel? Comment est-ce qu'on va aller évaluer la coopération? Comment est-ce qu'on mesure, par exemple, je vois quand on fait des transformations, on va aller mesurer à un moment donné le niveau d'adhésion, le niveau de compréhension. Comment est-ce qu'on peut mesurer ça si on n'a pas mis en place en parallèle justement des politiques de coopération? Donc oui, il y a en effet parfois un dilemme entre coopération et compétition. Alors,
comment est-ce qu'on concilie les deux? Je pense que ça doit être assez compliqué. Manu, tu veux peut-être rajouter? Ouais, ouais, bien vu. Alors moi, mon point de vue, il serait sans doute un peu différent. J'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas confondre coopération et reconnaissance. Donc, on sait que pour se sentir bien dans une équipe, il faut qu'on soit engagé, que pour être engagé, il faut qu'on soit motivé et que les individus ont des recettes de la motivation qui sont singulières. Là où un commercial va peut-être, je vais faire une caricature, mais être motivé par un système de primes financières, par exemple, et on est content qu'ils aiment l'argent, les commerciaux, hein, on a besoin d'eux aussi pour ça. Un membre de l'équipe de ce commercial, comme par exemple son assistante comptable et administrative, elle, peut-être que son langage de la reconnaissance et sa façon à elle de se sentir reconnue, ça va être de la mobilité interne, ça va être un compliment, ça va être… Et donc, pour moi, il y a l'idée de valoriser la performance et le résultat d'un collectif qui a su coopérer et savoir valoriser et offrir de la reconnaissance aux individus en fonction de leurs attentes et de leurs besoins spécifiques. Et pour moi, c'est cette articulation-là entre une forme de langage collectif et de langage individuel qui crée toute la complexité de l'exercice managérial en général. Et après, très concrètement, quand on regarde les systèmes de valorisation des incentives dont elle nous parle, notre super chatteuse contributrice. Donc, on ne s'oppose pas, je pense, dans ce qu'on dit, Linda. Non, tout à fait. Parce que de toute façon, la coopération aussi, ce qui va être intéressant, c'est que, et je bascule, du coup, ça me fait penser à un des bénéfices que justement va apporter la coopération, c'est que je me sens contribuer à. Ouais. Donc, dans cette coopération, il y a le fait de se sentir contribuer à et comment est-ce que je suis reconnue par rapport à cette contribution. Donc, la reconnaissance, tu as raison, la reconnaissance en effet du commercial, ça va passer peut-être en effet par cette incentive. Après, c'est d'être attentif finalement dans le pilotage de cette équipe, comment est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire qu'est-ce que réellement on a X commerciaux qui fonctionnent tout seuls dans leur coin et auquel cas on a perdu l'objectif commun. Ce qui est important en fait à avoir toujours en tête en termes de coopération, c'est qu'il faut garder, il y a toujours à la fois cette relation qui est très forte et aussi cet objectif qui est toujours présent. Si on perd l'objectif commun de vue, on peut avoir des gens qui sont très bons. Simplement, en fait, ça va fonctionner un peu en silo et puis ça va se coordonner. Voilà, ça va se coordonner parce que la relation n'est pas mauvaise, mais on a perdu l'objectif commun. Voilà. Donc, après, ça dépend aussi comment fonctionne l'entreprise. Et puis, il y a toujours cette idée de manager les résultats, oui, et manager l'envie. C'est parfois assez dichotomique et on se rend compte sur le terrain qu'on a vraiment l'habitude, parce que ça fait 30 ans, 40 ans qu'on fonctionne comme ça. On se dit, si l'équipe coopère bien, elle va être efficace. OK, c'est quoi les KPI? Je mesure, je pilote ça. Et finalement, le regard que je vais porter sur l'équipe, c'est un regard de performance et de résultat. Mais le manager aujourd'hui, il doit sortir de ce regard purement orienté perf et opérationnel, économique et financière, et manager l'envie. C'est toutes les problématiques RH qu'on rencontre aujourd'hui. Comment je peux à la fois porter attention à la motivation, à l'adhésion, à l'engagement de chacun, au fait qu'il se sente avoir sa place au sein de l'équipe, une place claire, une place respectée, qu'il se sente reconnu à sa juste valeur, qu'il ait le sentiment de pouvoir se réaliser et s'épanouir. Et tout ça, nous, nos clients, tous les jours, ils nous disent non, mais OK, vous êtes marrant là chez Wonjo, mais comment je pilote là votre histoire d'envie là? Comment je pilote votre histoire d'engagement et de bien-être? Parce qu'effectivement, ce sont des aspects qui sont qualitatifs, qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais en tout cas, qui échappent quelque part au contrôle et au besoin de maîtrise qui est hyper ancré dans nos mondes professionnels. Service après-vente de la QVT, bonjour. Bonjour Audrey. Enfin, rebonjour. Oui. Bonne question. Est-ce qu'il existe des formats courts de formation, d'accord, pour essayer d'outiller un maximum les collaborateurs et faciliter l'intégration des compétences? Oui. Ah bah oui, je comprends bien. Oui, c'est pas toujours facile de prendre 2 jours pour partir en formation. Ouais. Bon, on va voir. Alors, les formats courts, formation
2 jours, c'est un peu long. Des formations pour intégrer les collaborateurs. Excuse-moi, ça va un tout petit peu couper. Et oui, pour permettre d'outiller un maximum de collaborateurs et faciliter l'intégration des compétences. Ah, ok. Encore faut-il Mais pas trop long. Mais pas trop long. Apprendre vite, mais pas trop long. Ouais, le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la totale. Bon, voilà, là, on nage en plein challenge et en pleine injonction paradoxale de notre monde d'aujourd'hui. On veut que ça fonctionne bien, on veut que les gens ils s'entendent bien, on veut qu'ils soient proactifs. Et à un moment donné, quand on se rend compte que on n'est pas tous nés avec la compétence de coopérer, on n'est pas tous égaux face à la résilience ou à notre capacité à gérer l'adversité, il y a un moment donné, il est absolument salutaire, comme Audrey le préconise, de faire pause et d'aller prendre de la hauteur. Et de s'extraire, en fait, le temps d'une journée, de 2 journées ou de manière plus récurrente, s'extraire de ce quotidien pour, du coup, lever le nez du guidon, soi, et encore mieux en équipe, et se dire, OK, on a bougé, ça fait des semaines, des mois, des années qu'on bosse ensemble. Est-ce que les compétences de départ qu'on avait quand on a intégré l'équipe sont les mêmes aujourd'hui ? Est-ce que moi, mon envie de contribuer dans l'équipe, est-ce que c'est la même l'année dernière qu'aujourd'hui ? Réinterroger le sens de notre travail. Tu en parlais, Linda, tout à l'heure. Tu disais qu'il y avait une vision partagée. Est-ce que finalement, la raison pour laquelle je travaille, la raison pour laquelle je travaille dans cette boîte, la raison pour laquelle je travaille dans cette équipe, la raison pour laquelle je fais ce métier, est-ce que ce why, c'est le même aujourd'hui par rapport à l'année dernière ? Et c'est en s'offrant ces espaces alors de formation, si on parle de muscler les compétences, ou ces séminaires, ces ateliers d'intelligence collective, ce codev, c'est en s'offrant ces espaces-là qu'on va accorder du temps, donc potentiellement dans le regard d'un manager ou d'un patron, en perdre pour finalement en gagner. Et encore une fois, nous, on nage en eau trouble et on marche sur des œufs parce que comment on mesure le retour, ce qu'on appelle le ROTI, le Return on Time Invested, le retour sur investissement du temps passé, on ne peut pas le mesurer comme ça à un instant T. C'est un processus qui prend du temps d'ancrer, d'avoir des prises de conscience et de les ancrer dans les comportements. Mais en tout cas, Audrey, oui, c'est absolument salutaire d'aller prendre ce temps. Par contre, celles et ceux qui sont aux manettes de la libération du temps ont besoin d'avoir fait ce chemin de prise de conscience et souvent d'avoir vécu eux-mêmes. Bon, écoutez, il est 12h57. Moi, je vais prendre le temps de m'occuper de ma QVCT, qualité de vie de la cantine au travail. Bon été à tous. Salut Marco. Linda, est-ce que tu veux, sur les derniers instants là qui nous restent, ajouter une idée que tu n'as pas réussi à transmettre à l'occasion de notre SAV ou souligner quelque chose qui a été dit, que tu voudrais à nouveau, tu vois, amener ? J'ai envie de finir sur vraiment revenir sur ce lien en fait avec la QVT parce qu'il me semble essentiel. En fait, on a tous des besoins en tant qu'individu. Et ces besoins, voilà, comment notre entreprise ou notre environnement professionnel va y répondre. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que la coopération, elle vient cocher quand même quelques cases qui sont pas négligeables quand même. Le besoin de sécurité. Je me sens soutenue, j'ai confiance dans mes collègues, dans ma hiérarchie, on peut échanger. Il y a la notion aussi, le besoin de se sentir bien, le besoin d'être satisfait finalement de ce que l'on fait, dans le fait qu'on a des relations qui sont agréables dans le travail. La coopération va venir justement amener aussi de l'engrais là-dessus. Le besoin d'inclusion, le fait de se sentir vraiment je fais partie du collectif, je me sens appartenir à ce groupe, je coopère et je suis reconnue à part entière comme étant un vrai contributeur. Et là, je fais un croisement rapide avec les rôles et responsabilités qui sont un vrai sujet dans les entreprises. Il y a le besoin de sens, c'est-à-dire que voilà, je contribue, ma contribution, je suis utile. Mes activités contribuent à l'efficacité collective. Et enfin, le besoin de pouvoir agir. J'ai des responsabilités. Je peux m'exprimer. Je suis écoutée. Et moi aussi, à mon tour, j'écoute, j'entends et je prends. Donc, voilà, je trouve que
c'est important en tout cas de souligner que mais voilà, vous voulez agir pour votre QVT, travaillez sur la coopération dans votre entreprise et vous allez cocher plein de cases, tant au niveau individuel que collectif. Donc, c'est pour moi vraiment hyper important. Merci Linda. Je clôture en disant que si vous souhaitez recevoir le mémo de synthèse, donc ce qu'on appelle le mémo de synthèse, c'est un petit livret qui fixe les idées clés qu'on aura transmis à l'occasion de ce SAV. N'hésitez pas à flasher le QR code qui s'affiche sur votre écran ou à cliquer sur le petit bouton bleu tout en haut où il est mentionné « Je veux échanger avec Wunjo ». Si vous souhaitez voir Linda intervenir chez vous, elle intervient au sein du collectif de Wunjo sur de nombreux sujets. On vous en a gardé un petit florilège sur votre écran. Elle intervient en coaching d'équipe sur des problématiques de cohésion, d'amélioration de la performance et évidemment d'accompagnement du changement. Elle anime des séances de co-développement qui permettent aux managers notamment d'améliorer leurs pratiques et leur posture et les forme de manière à mieux se connaître pour mieux comprendre quel est leur style managérial et leur façon bien à eux de guider les équipes. Elle les accompagne également à muscler leur leadership, leur capacité à emmener les équipes et à incarner une posture rassurante et qui emmènera les équipes au travers de l'ensemble des épreuves et des challenges qu'ils ont à relever. Si vous souhaitez être accompagné de manière individuelle par Linda, vous pouvez la contacter en direct et elle se fera une joie de vous répondre. Coup de projecteur rapide avant de vous laisser sur 2 offres clés de Wunjo. Alors, au SAV de la QVT, on n'est pas là pour faire la promo de tout ce qu'on fait, mais quand même, on se garde les dernières petites minutes pour vous donner envie d'en savoir un peu plus sur nos activités et notamment sur ces 2 offres. La première qui s'appelle Ma QVT, dont Linda parlait en fait à demi-mot dans sa conclusion, qui est un outil tout à fait innovant qui permet à chaque individu au travail, en l'espace d'une petite demi-heure, d'avoir une photo extrêmement claire de ses propres besoins en tant qu'individu au travail, donc de sa recette toute personnelle de qualité de vie au travail. Et Linda est consultante et elle sait accompagner des entretiens autour de cet outil. Et puis, notre fameuse fresque de la QVT qui permet, sur un temps court, de sensibiliser l'ensemble des équipes à la culture QVT et de les mettre en mouvement pour co-construire des plans d'action de préservation et d'amélioration de la QVT. Voilà, on clôture aujourd'hui le dernier SAV de la saison. On va partir en vacances. On se retrouvera pour le prochain SAV, donc le numéro 6. Ce sera le 15 septembre prochain, aux mêmes horaires, 12h15, 13h. Et nous serons en la compagnie de Christine Cassan, qui est consultante marketing et qui accompagne le développement des organisations. Elle nous parlera d'un sujet qui a été effleuré aujourd'hui, qui est celui du sens du travail, du sens au travail, et viendra lutter contre la croyance populaire qu'on entend trop souvent encore aujourd'hui sur le terrain, de ces travailleurs et travailleuses qui disent à leur manager « mais donne-moi le sens de mon travail, dis-moi pourquoi je devrais être motivée ». Et on va en fait inverser la tendance et permettre de comprendre que le sens est quelque chose d'individuel et qu'il s'agit de le discuter ensemble. Merci Linda, merci à toutes et à tous. Merci. Merci à toi. Je vous propose le petit générique et on se souhaite une bonne année, un bon été. Merci, à bientôt. Au revoir.